Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Vous avez vu le teaser du dernier film Superman ? Ouais, avec Lex Luthor là en prison. Ouais, en plus, il est dans une toute petite cellule d'au moins 200 mètres carrés, quoi. C'est l'enfer, il est obligé de faire des pompes toute la journée. Et en plus, il ne peut manger que des yaourts. Oh là 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 là. Ça commence bien. Bouillard. Bienvenue à vous, c'est l'heure de Comics Outcast, le podcast hébergé dans les quartiers du vaisseau Hypersensas, réservé aux comic books et à toute l'industrie qui gravite autour. Qui dit industrie dit business, vente, solde. Et qui dit solde dit promotion du Black Friday. Mesdames et messieurs, rassemblez-vous autour de moi, car je vous propose ce soir le meilleur du podcast francophone sur les comic books, avec une promo d'enfer cette semaine. Pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 personnes autour de cette table. Ça a de la gueule quand même. C'est énorme. Admettez, surtout quand on regarde le détail de l'étal. Alors, je commence. Elle est là depuis une saison, mais donne l'impression d'être avec nous depuis toujours. Elle prend les métros dans le mauvais sens, elle tire à balles réelles et dispose de la faculté de choisir les titres les plus moisis des catalogues des maisons d'édition. Un mélange détonnant et délicieux, c'est Tcherno. Bravo. Bravo. Coucou. Comment vas-tu, Tcherno? Mais ça va très bien et fidèle à ma réputation, j'ai encore choisi un truc tout moisi cette fois-ci, vous n'allez pas être déçus. Ouais, trop cool. Question comme ça, qui peut me donner le nom du Pokémon numéro 253 dans le Pokédex? Alors, je peux, c'est très facile. Oui. C'est Celebi, c'est 251. Donc, Germignon, 252. Donc, Macronium, 253. Extraordinaire, Bravo. C'est pas la classe, ça. Merci d'avoir choisi un Pokémon de deuxième génération, c'est beaucoup plus simple. Il a réponse à tout. Il a la main ferme. Il allie culture web à celle des comics. C'est Ktuktu. C'est moi. Bravo. Mais quelle introduction. N'est-ce pas? Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah écoute, oui, ça va. Si vous me demandez à chaque fois, C'est vrai, oui, non, mais mais ça va bien, en forme. Bah attends, mais moi aussi. Parfait, c'est magnifique, c'est magnifique. Son débit de parole est aussi rapide que son acuité cinématographique est imparable. Il est à la réalisation ce soir, mais gageons que le résultat sera impeccable car il interviendra au même titre que nos chroniqueurs. Nos chroniqueurs, c'est Matin Perdumatique. Merci beaucoup. Mes commentaires seront aussi efficaces que ma réalisation. Vous allez vite le comprendre très vite. On croise les doigts, on est sûr que ça va bien se passer. Et vous vouliez de la nouveauté? En voilà. C'est Side qui débute ce soir avec nous et je lui laisse le soin de faire sa propre promotion. Bienvenue à toi, Side. Bienvenue, contente d'être au vaisseau Hypersensas. Bon, alors, quitte à faire une promotion, c'est bientôt Noël et moi je vends des illustrations, donc allez sur noirpastel.net pour m'acheter des petites gravures. Eh ben écoute, c'est noté, ça sera mis dans les commentaires du post de blog, pourquoi pas, dans le post du podcast, et c'est bien noté. En tout cas, bienvenue, ravi de t'avoir parmi nous. Ravi d'être ici. Toute cette foire ne serait pas possible et n'est possible que grâce à nos généreux hôtes du Studio 17 qui nous accueillent amicalement et nous permet de partager toutes les 2 semaines nos envies, nos coups de cœur, nos coups de griffe. Joignez-vous à moi pour remercier nos bienfaitrices et nos bienfaiteurs. Puissent-ils vivre et nous faire vivre des aventures passionnantes pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il est fort? Pour les arrivées en cours de saison ou les personnes à l'esprit préoccupées par les promotions du mois de novembre, voici un rappel du programme à venir. Dans un premier temps, nous allons aborder 3 revues de lecture de publications récentes et nous nous évaderons alors vers notre section hors les bulles pour évoquer une œuvre en relation avec les comics, mais qui n'est pas un comic book. Je suis Matt Satonaka ou encore Matt Legris. Je n'ai pas vu ni lu ce qui va vous être présenté ce soir. J'espère être votre meilleur allié tout au long de l'émission pour vous permettre de décider si vous allez ou non placer quelques illustrés américains dans votre panier Pulps ou album. Comics Outcast 253, c'est maintenant! Et nous allons commencer par Ktuktu. Très bien. Alors déjà, Eratom, je me suis trompé sur le Pokémon. 251, c'est bien Celebi, mais du coup, c'est la 3e génération. Le 253, c'est Masco. Et je suis désolé pour tous nos fans de Pokémon. Je pense qu'il y a au moins 10 personnes qui se sont désabonnées du Patreon. Je suis vraiment désolé. C'est la catastrophe. Zéro montage. On assume. Du coup, ouais, je commence. Tout d'émission. Non, s'il vous plaît. Je vais vous parler en plus d'un très bon comics cette semaine. Ça va. Ça s'appelle Ghost Pepper. Je vais vous faire le pitch. Ghost Pepper, c'est un piment le plus fort du monde, 1 million sur l'échelle Scoville.
cultivé dans le nord-est de l'Inde. Il a un goût sucré, fruité. Il est connu pour sa... Non, attendez, c'est pas du tout la bonne J'ai rien dit. En fait, je fais que me tromper ce soir. Non, Ghost Pepper, c'est une nouvelle série régulière d'un univers totalement original qui est publié chez Image Comics, dont le scénariste, l'artiste, le lettreur ne sont nul autre qu'une seule et même personne, à savoir Ludo Lullaby. Pour vous résumer les 3 premiers issues, l'humanité a survécu à une menace d'extinction globale. The Great Cinder, la grande cendre, une créature monstrueuse et gigantesque a ravagé le monde avec son souffle empoisonné. Les Eclipse Seeders, des êtres humains avec une puissance légendaire, l'ont combattu. Et dans l'incapacité de le détruire, le grand Baatar, c'est son nom, qui est le plus puissant d'entre eux, arrive au moins à l'éjecter et l'isoler sur la Lune. 10 ans plus tard, le monde est toujours dévasté, mais une société a commencé à se reconstruire autour d'une foi inébranlable envers le sauveur de l'humanité, ce fameux Baatar, qui est devenu leader, qui a reçu et qui reçoit continuellement une multitude de dons de la part de la population. Et c'est dans ce monde un peu pourri où vit Loloy, ou Loloa, non je pense que ça se dit à l'anglaise, donc Loloy, qui est cuistotte et propriétaire d'un food truck, et qui prend la route pour distribuer ses délicieux plats pimentés à la population, évitant ses compétiteurs jaloux de son succès, et allant au-devant de robots géants qui sont censés protéger tout le monde. Et évidemment, tout change le jour où elle sert un mystérieux guerrier du nom de H, et dont les secrets pourraient ébranler toutes les croyances fondamentales sur comment le grand Cinder a été vaincu. Ce qui est certain, c'est que sa force surhumaine pourrait soit sauver le monde, soit le faire sombrer encore plus. Donc vous l'avez compris, la promesse de ce Ghost Pepper, c'est de parcourir ce monde délabré à travers les yeux de Loloy en acceptant H dans son food truck. Et en acceptant H dans son food truck, elle ne se doute pas que les êtres les plus puissants sont à sa poursuite. Côté dessin, c'est vraiment très 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 joli. Les combats manquent parfois un peu de lisibilité, mais les ancrages de Ludo Lullaby sont vraiment très dynamiques. J'aime beaucoup le design de ses personnages. Il arrive vraiment à créer des silhouettes qui sont très marquantes et reconnaissables. Et son style mixe très bien une esthétique à la fois comics américain, du manga évidemment japonais, et saupoudré de décors post-apo à l'architecture SF très BD franco-belge. Et ça me donne l'occasion de revenir un peu sur cet auteur. C'est un artiste français. Que en tant qu'amateuriste de comics, vous connaissez peut-être si vous lisez les Transformers de Daniel Warren Johnson. Il a été invité à dessiner le 19e issue, je crois. Il a aussi suivi le retour de Battle Chaser de Joe Madureira en 2023. Il s'occupait du dessin. Série que je connais pas. Mais apparemment, c'était très joli. Et si sa carrière dans l'industrie américaine est encore à ses débuts, en fait, il a une carrière déjà bien ancrée dans l'illustration, notamment dans le jeu vidéo. On peut voir son travail dans Hearthstone ou Darksiders. Dans la bande dessinée, plus classique, où il a une plutôt grande bibliographie avec des adaptations en BD de jeux vidéo à succès. Il a fait, je crois, une adaptation de World of Warcraft. Il a des projets perso chez Glénat. Un retour au centre de la Terre, qui est plutôt joli aussi. J'ai feuilleté vite fait quelques pages. Et il a fait aussi du franga, du manga français. Ça s'appelle comme ça. Oui, après, c'est pas le mot le plus beau de la Terre. Mais il a fait l'adaptation en manga de L'Enfeust, par exemple. Oh, waouh! Et ça, j'ai pas eu le temps de le feuilleter, mais voilà. Et en fait, si je vous assomme un peu avec ce CV, c'est pas gratuit, c'est parce que toutes les influences qu'on peut voir dans Ghost Pepper, que ce soit dans sa narration ou dans son art, c'est pas juste un mélange hétérogène de toutes les inspirations de Ludo, mais la somme de tous les projets sur lesquels il a eu la chance de travailler et de l'expérience qu'il a accumulée dans tous ces différents styles. Et ça aboutit à la réalisation d'un excellent comic book à mes yeux. Et du coup, rien d'étonnant à ce que le rythme et la narration de Ghost Pepper me fassent beaucoup penser aux tropes d'un manga de shonen un peu classique. On a la rencontre impromptue entre un personnage légendaire, mythique, avec quelqu'un d'assez classique et qui lance ensuite toute une flopée d'aventures, de rebondissements. Et je trouve en tout cas là, sur les 3 premiers issues, on a un bon équilibre entre dévoilage de lore, des combats,
La sauce monte petit à petit. Moi, j'aime bien quand ça prend son temps comme ça. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de retrouver un rythme de chapitres de manga sur du mensuel. Mais c'est pas grave. Le manga, ça sort aussi en mensuel. C'est pas que du semaine après semaine. Et voilà. Et j'ai hâte de découvrir ce que vous en avez pensé. Bah écoute, ça donne envie. Alors moi, Pardon, je suis en train de feuilleter. C'est magnifique, hein, c'est vraiment très très beau. Les mises en case sont magnifiques. La colo est super. La colo est très très belle. Enfin, vraiment, c'est. T'en as pas parlé? Qui fait la colo? Oui, je n'ai pas dit. C'est Adriano Lucas qui s'occupe aussi de la colo de Absolute Flash ou de Zatanna 2025. Ben, c'est pour ça que c'est bien qu'il y a Zatanna. Et c'est très joli. J'avoue, j'aimerais bien voir une version noir et blanc. Je suis pas toujours amateur de comics en noir et blanc, mais là, vu qu'il y a un côté un peu manga, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Cool, super. Side, qu'en as-tu pensé? Eh ben, moi j'ai kiffé. J'aime beaucoup l'ambiance un peu délabrée de tout l'univers. Ça m'a du coup fait aussi penser au manga, même si plus précisément, moi c'est l'animé Cowboy Bebop, un peu sur cet esprit-là. Et j'aime beaucoup aussi le découpage, justement très shonen. Et maintenant que tu l'as dit, le fait qu'il ait bossé aussi avec Darren Warren Johnson me fait mieux comprendre comment il traite les échelles de grandeur. Et je trouve ça assez précis. Moi j'aime bien les petits zooms qu'il fait dans ses découpages. Un plaisir. Ouais, non, c'est chouette ça. La question que je me pose avant de laisser la parole à Tcherno et à Matt, le jeune, c'est donc encore un énième comics post-apo. Qu'est-ce qui fait la différence de celui-là par rapport à d'autres? Parce que les post-apo, on en a soupé tant et plus. Hein. Je pense déjà, est-ce que tu connais beaucoup de post-apo où tu suis un food truck? Il doit y avoir un jeu vidéo sur Steam où ça... Oui, en vrai, oui. Il y en a un, ça s'appelle Caravan Sandwich. Ouais, voilà. Et je crois que c'est très sympa. Et voilà. Et oui, non. Bah, oui, c'est peut-être pas forcément le truc le plus original du lot, mais je trouve que ça se marie, l'univers se marie bien, quoi. Enfin, on a des cyborgs, on a des robots. Pour l'instant, on n'a pas vu l'étendue de tout cet univers. Ça reste principalement un grand désert avec parfois des structures, mais je trouve que c'est l'architecture, justement, je disais, qui fait très peut-être un peu Mobius. Je suis pas un spécialiste, mais et justement avec ces effets d'échelle, comme tu dis, Side, qui fait que c'est quand même palpable dans cet univers. C'est pas juste du Mad Max où c'est du vide. C'est pas un prétexte, quoi. Il y a vraiment un choix réfléchi de cet univers-là. C'est ça, ouais. Ok, super. Tcherno. Eh ben, j'ai beaucoup aimé, comme tu dis, le trait est vraiment très chouette. L'histoire m'a embarqué aussi, parce que, comme tu dis, du post-apo, voilà, on s'en souper. Et puis là, on suit un food truck et quelqu'un qui cherche qui a un super ingrédient. Moi, je croyais qu'il y aurait une quête autour de cet ingrédient, et puis en fait, ça nous a emmené complètement ailleurs. Donc ça, c'est très chouette. Et quelque chose qui est un piège pour moi, parce que après, je tombe dedans. C'est terrible, c'est tout ce qui est foreshadowing, c'est-à-dire mettre des éléments dont on va avoir la résolution après, et on compare ça au manga. Moi je compare beaucoup ça au One Piece qui s'amuse à faire ça, et là on comprend dans l'histoire que dans le lore, comme tu dis, le peuple a une vénération pour ce bâtard, et visiblement Ash a d'autres informations. Il dit non, c'est pas ça qui s'est passé et tout. Et il y a une histoire cachée, et le lore caché, ça commence à être un truc un peu qu'on commence à voir dans d'autres histoires. Ça marche très bien, puisqu'il y a toujours ce truc, mais quelle est la véritable histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai, et ça change. Pourquoi c'est intéressant comme truc narratif de dire on va mettre en place un lore caché, c'est parce qu'après ça va changer la dynamique des personnages. Il y a des persos que tu vas connaître actuellement, et si tu les vois en regard, si tu découvres comment était leur passé, tu dis ah oui, mais en fait la personne est plus complexe qu'on ne le croit. Ça permet toujours d'apporter des couches supplémentaires dans ton personnage. Donc ça, c'est très chouette. Donc que ce soit dans l'écriture, dans le trait, moi je suis happé, j'aime beaucoup. Et vu que tu en parles, j'ai pas trop parlé de Baatar, qui va être le grand méchant, je pense. J'aime beaucoup son écriture, qui a l'air
qui a l'air d'être un gars plutôt sympathique, un peu, pour un leader charismatique qui a peut-être pris la lumière, toute la lumière sur lui. On le découvre à travers sa famille. Il a l'air d'être un bon père de famille, pas le genre toxique, mais qui a l'air de vraiment aimer son fils ou sa fille, je sais plus. C'est pas un tyran. Peut-être qu'on découvrira une partie cachée, mais pour l'instant, ça a l'air d'être un bon gars. Et Oui, j'imagine que ça a pu lui tomber dessus en fait. Ouais. C'est-à-dire même quand un peu malgré lui ou un truc comme ça, ça peut arriver. Et qu'il en a profité pour vraiment essayer de se donner une situation un peu plus profitable. Mais bref, voilà, c'est des choses à creuser qui donnent envie de continuer de le lire, quoi. Complètement. Comme ça, au débeauté, quand je regarde le design des personnages, la façon dont les personnages sont dessinés, ça me fait beaucoup penser à Aqua Blue, donc un vieux machin des années 90, Kaito Vatin. Vraiment, ça m'y fait penser et je suis vraiment très heureux de voir ce style européen, on va dire, dans un comic. Ça me fait un peu penser quand on avait parlé de Peach Momoko, avec son style japonais qu'elle a réussi à allier justement à des comics. J'espère qu'on verra ce style-là parce que c'est très, très, très agréable. Et alors, vous m'avez vraiment donné envie de me jeter un petit peu plus dans cette histoire, donc qui est très bien racontée, avec un tempo qui est tout à fait appréciable. Des très beaux dessins, une très belle colorisation. J'ai noté aussi une très belle dynamique des personnages. Eh ben, écoutez, cette première revue s'en sort avec une note de 4,72 Mad Max sur 5. Donc une bonne note de post-apo. Contrairement au Ghost Pepper de la vraie vie, je vous conseille impérativement de rentrer en contact en particulier avec les yeux. Ah, sauf si tu vas dans l'émission Hot Ones et puis que tu décides d'aller manger des piments. Mais ça me donne envie de le manger, ce piment. Il est très bon. Ça, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Transition, oh là 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 là, pouf, transition réseaux sociaux, et voilà, vous comprenez pourquoi c'était difficile à prononcer. La période actuelle est chamboulée, il faut avoir les yeux partout, chercher à faire la meilleure affaire, mais vous pouvez compter sur nous pour vous détendre et vous proposer un espace pour souffler entre deux magasins sur tous nos comptes numériques de Comics Outcast, tels Facebook, et oui, dans le Bouya Comics Club, sur Instagram, sur le compte Comics Outcast, sur Blue Sky également. À quand le compte sur LinkedIn? Je ne sais pas, il faudra qu'on y réfléchisse. Mais je serais un piètre autre Maximoff si je ne mentionnais pas le serveur Discord du Vaisseau Hypersensas qui propose un club de lecture, un canal de partage des plus belles couvertures de comic books et un autre pour les sorties hebdomadaires organisées dans les boutiques parisiennes. Et vous y trouverez bien sûr le canal historique de discussion qui recèle d'échanges savoureux, jugés sur pièce. Je cite les noms. À propos d'une typographie, Luxbox nous dit: de loin j'ai cru que c'était le line-up d'un festival de musique. El Ramouche dit pareil. Luxbox lui répond: ça me rassure. El Ramouche dit, et là ça balance, sauf que le Hellfest par exemple c'est illisible, les typos, c'est écrit en gobelin pour la plupart. Écoute Mathieu, on te souhaite bon courage. Si jamais tu croises des métalleux dans la rue, je te conseille de mettre une cagoule ou une fausse moustache. Rendez-vous à la prochaine émission. Mais c'est pas tout. On ne parle pas que de comics sur le channel Comics Outcast. Et là, je vais quand même anonymiser les noms des personnes. Gigos commence en disant Heureusement qu'il anonymise. est-ce qu'ils vont vite comme Sonic? Vous allez comprendre. Scribe répond: personne ne va vite comme Sonic. Une personne de notre connaissance, que je ne citerai pas, dit: tu connais pas mon ex. Arnaud Kikou dit c'est pas une balle perdue là, mais c'est un tir de mortier. La personne que je ne citerai pas dit: en même temps j'ai tellement d'ex, impossible de savoir duquel je parle. Scribe répond: oh la vache. Et la personne que je ne citerai pas dit: ah non, je confirme, c'était bien un humain. Oh, waouh. Alors 4 petits emojis viennent ponctuer cette séquence inénarrable, mais sans attendre, nous allons passer à la deuxième revue. Side, à toi de jouer. Hey. De quoi vas-tu nous parler? D'Absolute Green Lantern. Ouh, ça Alors, s'annonce bien. Je sors mes notes pour pouvoir lire. Sortez, voilà. Voilà. Donc Side sort ses lunettes à double foyer, son vieux calepin, son petit Et stylo. le petit monocle. Alors, au scénario, c'est Al et Ewing. Allez Wing, Allez, Wing. the famous one. Voilà.
surtout qui a travaillé sur Thor, il me semble, Exact. et qui est aussi romancier de base. Il vient pas spécialement du comics. Au dessin, c'est Janoy Lindsay, et au lettering Luca Gattoni. Si, seigneur. Alors, du coup, sur ces 3 issues de Absolute Green Lantern, moi je m'y ai intéressé parce que je suis pas spécialement amatrice de Green Lantern, donc je voulais aussi profiter du reboot des Absolutes pour un peu mieux découvrir. Et quelle ne fut pas ma surprise de tomber devant The Dome, diffusé sur M6, mais avec un color swap, puisque nos protagonistes, tous des Green Lantern bien connus, John Stewart, Hal Jordan, Guy Garner et une héroïne Sojourner, Ouais. comme une sonde spatiale, Exactement. me semble-t-il, sont coincés sous un immense dôme vert. Sans spécialement comprendre ce qui leur arrive, on les suit tout en commençant, dès l'ouverture, on apprend que Hal Jordan est sorti de ce dôme et visiblement il a un truc un peu chelou à la main qui colle et qui est un peu visqueux et noir. Moi je me demandais ce qu'il avait fait avec cette fameuse mimine. Ouais. Et C'est louche. C'est et suspect, il c'est très s'avère suspect. que c'est un petit peu aussi une enquête qu'on suit sur les 3 issues actuellement, enfin sur les 8 sorties, et notamment Absolute Green Lantern s'est construit pas mal autour de flashbacks. Une grosse partie des premiers chapitres sortis sont justement sur la vie sous un dôme vert, entrecoupé de passages de Hal Jordan en cavale avec sa main noire et poursuivi, enfin plutôt suivi par son ami Joe Sojourner, l'actuel Green Lantern. J'étais pas mal surprise du coup de cette découverte et de Green Lantern dans sa version absolute, et aussi de l'héroïne Sojourner qui est un peu intéressante, et en plus également ça fait plaisir de voir que le dessinateur Janoy, j'ai failli confondre avec Jassé, un autre nom, Janoy, qui est connu, enfin moi en tout cas je l'ai découvert grâce à ses dessins qu'il postait sur Instagram, et ok, j'ai un petit secret à vous avouer, c'était pas le comics qui m'a fait découvrir Janoy, c'est ses dessins d'un personnage de Bleach, Yorichi, parce que je suis une grosse weeb à la base, et lui c'est s'éclate. l'invasion, c'est le grand remplacement. Bientôt, on va parler de manga dans notre dans notre podcast de comics. Et il a un vrai délire aussi à dessiner des personnages afro. En plus, c'est un peu rigolo. Ils sont vraiment très jolis, très bien dessinés. Et je parle pas que de traits, mais aussi des petits abdos un peu discrets qu'on voit sous une tenue moulante. Et notamment, son style de dessin joue très bien sur l'éclairage. Plutôt bien tombé, justement, quand on parle de lanterne, n'est-ce pas ? Il a tout un jeu des éclairages et contre-éclairages. Vous pouvez vous-même jouer un petit jeu en le lisant d'ailleurs. Si vous connaissez ce qu'est le triangle de Rembrandt, un terme utilisé par les peintres, notamment celui de Rembrandt, qui dessinait un petit triangle juste au-dessus de la pommette, et vous pouvez vous amuser à compter le nombre de pages où on n'en aperçoit pas et boire un shot si c'est votre délire. C'est noté. Écoute, c'est bien. Hein, lisez en vous amusant et en buvant. Lisez avec modération. Ouais, lisez avec modération. Alors, je vais faire donc mon passage clandestin. Effectivement, la colo est vraiment super. Les dessins sont vraiment chouettes, très dynamiques. Ouais. C'est vraiment très, 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 très agréable. Il y a
une espèce d'effet de flou parfois sur les décors Ouais, pour sur les décors, éviter de surcharger justement. Ouais. Question de lisibilité. Ouais. Ce qui est un peu rigolo puisque du coup ça reproduit aussi un effet, un effet d'optique, de lentille de plus caméra, cinéma. Hein. C'est pour ça Exact. que moi j'avais l'impression d'être devant M6. Décidément. Mais sans la pub. Et C'est toujours ça de prix. Cthulhu. Oui, bah moi j'étais très content que tu aies choisi Absolute Green Lantern parce que quand Comics Podcast m'a annoncé que je renouvelais l'équipe, j'ai voulu me lancer à lire des comics et pareil, la meilleure porte d'entrée c'était l'univers Absolute et ce reboot c'était vraiment l'occasion de repartir d'une page blanche. De toute façon, voilà, vous en avez beaucoup parlé de l'univers Absolute. Ouais, voilà, en fait, c'est ce que peut-être pour les gens et qui nous rattrapent en cours de route, Absolute, c'est un énième reboot des franchises d'ici. C'est univers parallèle et Voilà. on avait fait un comics podcast où on présentait les 3 premières issues, Ouais. donc Tout c'était à fait. Wonder Woman, Batman et Superman. La Trinité. Que j'ai dévoré Et on a parlé de l'autre aussi, Absolute Martian Manhunter, un peu plus tôt. Les qui est autres aussi suivent, excellent. ouais. Donc il ne manquait plus que celui-là. Et Absolute Flash aussi. J'ai complètement oublié celui-là, comme par hasard. mais c'est parce que c'est pas le meilleur. Pourtant il y a Et- Jeff Lemire. Qu'est-ce qu'on l'aime. Mais Adrien, ouais. si tu nous entends. Et du coup, par exemple, les 3 Absolute Batman, Superman, Wonder Woman, je les aime beaucoup, mais j'ai juste un petit grief, c'est que ça allait un peu trop vite à mon goût. Parce que je pense que j'ai pas l'habitude non plus du rythme de sortie des comics. Et du coup, j'ai l'impression que l'univers va trop vite. Que par exemple, le meilleur exemple, c'est Batman. Je trouve que d'un coup, les enjeux vont trop vite, trop fort. Et j'aurais aimé juste profiter de cette Gotham gothique qui continue encore et encore. Et en fait, si je vous dis tout ça, c'est parce que je trouve qu'Absolute Green Lantern, par contre, c'est tout le contraire. Ça prend son temps. Et si on devait se contenter uniquement de parler des 3 premiers issues, on risquerait d'avoir un peu de mal parce que la situation avance pas tant que ça. Non, effectivement, cette histoire de dôme, elle nous suit jusqu'à l'issue 6 ou 7. Ouais, quand même. c'est ça, ouais. Oui. Et 6 quand même, 6 peut-être. faut attendre, c'est ça, je crois qu'il faut attendre l'issue 6 pour vraiment qu'on commence à avoir le début du dévoilement du mystère. Et c'est pas plus mal, c'est juste. Ça permet au moins de pouvoir se poser. Mais du coup, ça me pose quand même un problème parce que c'est ce mystère de l'origine du dôme et de tout ça. C'est un peu alambiqué en fait. Parce que ce que t'as pas dit, Saïd, c'est que ce dôme il apparaît en même temps qu'un alien qui s'appelle Abin Sur, Ouais, qui est aussi un Green Lantern, si j'ai bien fait mes recherches. Et en fait, tout ce mystère, c'est un peu mis artificiellement, quoi, en cachant les éléments de compréhension. Abin Sur, il est volontairement cryptique pour pas grand-chose. Genre, quand il arrive, il y a une panique, mais en fait, c'est juste parce qu'il est incapable de parler autrement qu'en énigme et en catchphrase, ce qui est un peu frustrant. Genre, il débarque sur une planète. Il parle en biscuit chinois, moi j'appelle ça. Ouais, mais c'est vraiment ça. Il débarque sur une planète qui n'a jamais vu d'extraterrestre de sa vie, et tu leur expliques même pas ton projet de juger les gens ou quoi que ce soit, que quand tu zappes quelqu'un, il va pas mourir. Et pour quelqu'un qui a autant peur du chaos, il fait rien pour l'éviter, et c'est vraiment frustrant, quoi. Et parce qu'en plus, j'aime bien l'écriture des personnages de Hal Jordan, John Stewart et de Joe, que je découvre aussi. Mais j'arrive pas à rentrer autant dans l'histoire que j'aimerais. Et en ce qui concerne ça c'est sur la narration, et sur le dessin, j'aime bien le style de Janoy Lindsay, et ça me fait beaucoup penser à du webtoon coréen. Notamment, alors petit conseil. C'est dur. Ah, mais moi je le dis positivement. Non, mais il y a pas de... Mais ça me fait penser à Love Advice from the Great Duke of Hell de l'auteur Unfin, si vous le connaissez ou pas. Mais on retrouve un peu des codes avec des décors simples, vous en avez parlé, plus monochrome, plus suggéré et réaliste. Donc ça permet bien de se concentrer sur les personnages tout le long. Et en théorie, ça pourrait bien marcher. Et c'est juste que je trouve
un peu dommage que le dessin des personnages, parfois, il fait un peu trop brouillon. En fait, c'est surtout dans leur expression. Je m'attendais à quelque chose d'encore plus expressif, encore plus prononcé. Et là, des fois, parfois, c'est pas assez lisible à mon goût. Mais sinon, après, ça reste très chouette. Voilà, c'est juste des petites déceptions comme ça, mais qui me frustrent plus qu'autre chose parce que je suis persuadé que derrière cette surcouche de mystère un peu forcée, il y a un très bon comics. Et j'ai envie d'en apprendre plus sur Joe. J'ai tout lu déjà. Et je continuerai de le lire parce que déjà, dans la suite, l'histoire commence vraiment à devenir croustillante et ça devient plus intéressant, quoi. Est-ce que l'arrivée donc, de cet extraterrestre, si je comprends bien, c'est pour rajouter un enjeu là où il n'y en a pas ? De manière un peu superficielle ? C'est pour aussi... Enfin, ça permet aussi de créer un effet de panique et les gens sont perdus. Mais dans cette situation-là, à leur place, je le serais aussi. Parce qu'ils sont, ils sont déjà sous le dôme depuis un petit bout de temps, là. Non, justement, ce personnage, cet alien-là apparaît quelques pages, voire même quelques cases après que les protagonistes découvrent le dôme. D'accord, ok, d'accord, très bien. Tcherno. Alors, je suis d'accord avec sur la partie du dessin. C'est très propre, c'est nickel. Je crois voir ce que voulait dire Tuktu par rapport au visage figé. C'est vrai qu'ils sont toujours un peu mono-expressifs. Mais voilà, parce qu'ils sont dans une situation un peu dramatique. Et pour l'instant, ils subissent les événements. J'ai l'impression qu'ils subissent les événements plus qu'autre chose. Et c'est un peu mon problème, c'est que je subis aussi. Voilà, on voit on propose quelque chose de différent avec des Green Lantern. Ça parle, pendant toutes les issues, ça parle du fameux incident de Evergreen, donc le dôme, cette histoire de dôme. Mais c'est long. Pour moi, c'est long et c'est lent. Ça met du temps à démarrer. J'imagine que, c'est ce que tu dis, j'imagine que tous ces événements vont servir ensuite. On est en train de placer... on est en train de placer des trucs pour tout résoudre derrière et limite, ça va faire du foreshadowing. Par exemple, tu auras un truc qui va être là, dont on va parler, je sais pas, moi, dans 50 issues, par exemple, des petits détails ou des petites choses. Mais pour moi, c'est trop. Et autant si j'avais eu un tout premier album avec, je sais pas, les 6 premiers, là, j'ai l'histoire du dôme, c'est une chose, mais là, c'est trop lent. Enfin, pour moi, il se passe rien. On sait qu'il a sa main, le premier personnage qu'on suit, puisque finalement, est-ce que c'est lui le personnage principal ? Je suis pas sûre finalement. Le premier personnage qu'on suit, il a cette main noire qui désintègre des trucs, il a ses amis qui le suivent, il y a un dôme, et ce dôme est arrivé en même temps que cet extraterrestre. En 3 issues, c'est tout ce qu'on sait. Et pour moi, c'est très frustrant. Donc c'est joli, il y a de la matière, mais c'est trop lent pour moi pour que j'accroche. Au bout d'un moment, je suis là, mais flemme en fait. T'es allé un peu plus loin que juste ces 3 premières issues ou t'as pas eu le temps de lire un peu plus ? J'ai fait les 3 premières. C'est un gros slow burn justement et le dessin aussi gagne un peu en lisibilité, je trouve, une fois sorti de ce dôme. Le choix de mise en scène était un peu intéressant pour avoir un début d'invasion alien, mais très vite tu te retrouves confiné, justement. Aussi bien avoir des environnements ultra chargés de décors dans le dessin et justement les petits couacs d'avoir des persos très monolithiques. Et justement, moi je l'explique par cet aspect, en fait c'est un très beau dessin, très bien détaillé. Ça oui, c'est très joli. Et justement, plus tu as de traits à signaler, plus celui d'une expression devient un peu compliqué à rendre expressif. Moi, je l'ai vu, je l'ai lu, donc je suis à jour. Je suis allé beaucoup plus loin. Je sais pas combien d'issues exactement sont sortis actuellement. 8. J'ai eu beaucoup de mal. Moi, c'était la série absolue où j'ai eu beaucoup de mal parce que je trouve pas les dessins très beaux. Oh. Voilà, non mais voilà, je le dis, j'ai du mal avec cet effet, peut-être comme tu dis webtoon, mais même j'ai l'impression, surtout au début, surtout sur les premières issues, que c'est très un peu bloqué, un peu figé, comme si tout était coincé dans cet environnement.
et que j'avais du mal à trouver du lien entre les personnages, l'environnement, Abin Sur qui ressemble énormément à un personnage de Dragon Ball. Oui, ouais, on dirait. Et cet effet de lumière qui est très mélange entre Boubou et Frieza. qui me paraît très numérique, notamment le noir qui est enfin il a une main, à un moment il y a une main noire qui apparaît qui est assez marquante, et je trouvais que le tout fonctionnait pas très bien, et dès qu'on sort de ce dôme là, mais bien plus tard, ça va beaucoup mieux. On respire, il y a de l'espace, il y a encore d'autres intrigues qui se lancent, et c'est beaucoup mieux, et je ne me l'explique pas vraiment. Que vraiment ce démarrage, je le trouve, peut-être notamment par la narration, je pense, un démarrage qui est vraiment très compliqué, où en plus on a du présent et du passé, ça se mélange, et en même temps les personnages, tu comprends déjà ce qui vont arriver pour certains, donc t'es en mode genre est-ce que je m'en fous un petit peu de leur passé, parce que je sais pas, ça m'a vraiment pas eu. Par contre, je conseille, si on apprécie soit la dessinatrice, soit Ali Wing, parce qu'il a quand même des choses à dire, et je trouve ça vachement intéressant dans ce qu'il essaie de raconter bien plus tard. Je pense que ça vaut le coup de s'accrocher. Est-ce que ça pourrait pas être un effet voulu dans la narration, justement, les personnages sont enfermés dans un dôme, donc on va t'enfermer, on va faire des plans cadrés très serrés, donc tu n'as pas beaucoup de recul derrière, on va te faire des plans cadrés serrés, etc. Et ça traîne un peu, c'est lent, il y a une espèce de, d'inertie, et peut-être que c'est voulu, en fait, puisque tout le monde, enfin moi j'ai pas été après, mais vous accordez à dire qu'après le dôme ça va beaucoup mieux, donc j'imagine qu'on est sur des plans plus larges avec des décors plus, on respire un peu plus, non? Et puis même sur le rythme s'accélère beaucoup plus. On a une histoire, une issue. Alors l'histoire continue, mais il y a notamment une sorte je crois que de numéro quasiment flashback sur une relation entre deux personnages qui est bien emmené, qui est bien écrit. Et en fait ça va beaucoup mieux dans le rythme. Donc c'est même comme l'impression que même Ali Wing s'est dit tiens, je vais tenter un truc, mais pour commencer une histoire originale avec ça, je trouve ça étonnant. Parce que c'est pas simple. Il y en a 8 sorties, c'est sur combien? C'est en 12? Je crois que c'est une ongoing. Hein. C'est une ongoing. Ouais. L'univers absolu, ils ont pas de fin, je crois encore. Il n'y a pas de truc prévu, je crois. Ok. D'accord. Parce que tu vois, à la limite, si ça avait été fini, tu aurais pu te dire, ouais, ça va décoller, ça va machin. Mais là, si ça prend son temps, ça va continuer à prendre son temps, quoi. Ok. Je pense que là, ça va commencer à décoller avec le dernier qui est sorti. Des promesses. Ouais, non, mais je continue de dire, je pense qu'il y a un bon comic derrière, mais c'est toute cette surcouche de mystère un peu relou qui alourdit le truc, mais. Ok. Surtout que oui, s'il y en a 8 qui sont sortis, vu ce que ça annonce, je vois pas comment ça peut terminer en 12, parce que là, ça ouvre son univers complètement. Là où par exemple un Absolute Martian Manhunter reste vraiment dans son carcan, dans son histoire, elle essaie pas de déborder, et c'est ça par contre, Absolute Martian Manhunter n'a pas vocation à être une ongoing. On a une fin qui est prévue, ou alors peut-être une nouvelle histoire, mais pour l'instant ils sont en stand-by. Ok, ça marche. Et écoute, c'était très très intéressant. Donc si je résume tout ce qu'on a pu dire, donc moi j'ai bien noté que c'était donc une série M6 mais avec un logo vert. Que le dessin était propre, que la narration était bien posée. Toutefois, le scénario est quand même un peu alambiqué, l'histoire est un peu alambiquée. Ça peut paraître long, même si c'est joli. Les visages des persos sont un petit peu figés, il y a un petit effet webtoon. Bref, c'est assez étrange, je dirais, parce que on en ressort avec une impression positive, mais quand même relativement mitigée. Donc ça sera 2,5 anneaux sur 5 pour cette Absolute Green Lantern. Je suis extrêmement réactif. Transition, Patreon. On veut des sous. Le VHS ou encore Comics Outcast ne serait rien sans ses auditrices et sans ses auditeurs. Voici donc le moment de les remercier chaleureusement, les nouveaux venus et les nouvelles venues, y compris au niveau des chroniqueuses, que nous invitons à nous auréoler d'étoiles sur les applications et les plateformes de podcast. C'est très important pour notre visibilité, puisque vous savez qu'il n'y a aucun moyen de recommandation des podcasts, contrairement à des vidéos ou des choses comme ça. Les fidèles que nous remercions pour leur assiduité. Si vous aimez ce que vous entendez, vous pouvez propager la bonne parole autour de vous. Vous pouvez également nous soutenir grâce à un micro-don ou un maxi-don via la plateforme Patreon à l'adresse suivante, patreon.com/vaisseau hypersensas en un seul mot.
Votre aide indispensable nous permet de poursuivre nos pérégrinations et je cale ici un nouveau immense merci pour le Studio 17 qui nous héberge dans leur bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et leurs parties de jeux de rôle épiques et ludiques. Parmi les paliers du Patreon de notre vaisseau figure un avantage, oui, il y en a un, c'est celui d'écouter cette émission en direct et aussi d'être remercié avec les honneurs. Aussi, la liste n'est pas à jour, mais c'est pas grave. Nous adressons un immense remerciement à Pims, à Rekma, à Fanny et Lionel, à Perchac, à Damien, à Gigoz et à Yagbar le Déglingo. Poursuivons nos ondes positives avec la revue de Tcherno, qui s'annonce saignante, si j'ai bien compris. Ouais. Dans tous les sens du terme. Alors, pour cette émission, je vous ai préparé Blade Red Band. Alors, Red Band, il faut savoir que c'est dans... Red Band, qu'est-ce que c'est ? C'est de la classification MPAA des films. Et ça veut dire que c'est sanglant et explicite. Voilà. Donc, pour info, c'est que ces collections Red Band qu'il y a eu chez Marvel ne sont pas dispo en numérique sur leur plateforme officielle, mais uniquement en papier et sous plastique. Parce que voilà, c'est classé explicite, tout ça. Comme les trucs coquins que certains achètent sur le Discord. Je ne citerai pas de nom. Ouais, on a dit qu'on anonymisait. Ouais. Enfin, il achète du tôle à lutter, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc là, on a Blade, Blade qui est brandé Red Band. Voilà. Comment ça se passe ? Donc, si on situe dans l'histoire, Blade était possédé par Varnae, le premier vampire, et il a été libéré par sa propre fille à lui, Blade. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Blade a une fille. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir que sa voiture était garée devant le panneau. En fait, donc, il a été libéré par sa fille, qui dispose de quelques-uns de ses pouvoirs. Mais ce faisant, le libérant, il a dû tuer plein de gens. Enfin, ça l'a traumatisé. Voilà. Donc, il se tourmente tout seul à Lupuy Island. Et aussi pour le contexte, cette histoire se passe après Blood Hunt. Blood Hunt, c'était une saga de comics qui est parue en 2024 où on parlait d'une apocalypse vampire. Donc forcément, Blade n'était pas loin. Et c'est là qu'il avait été possédé par Varnae, etc., etc. Bref, nous sommes aujourd'hui où il se tourmente, il s'en veut. C'est vraiment Hello Darkness, my old friend. Il est là, il parle tout seul. Oui, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est terrible. Comme ça, pendant des pages, il parle tout seul. Donc il s'est exilé et il se forge une épée. Il s'embête. Voilà, il se forge une épée tout seul. Il dit tiens, ça va m'occuper. C'est vraiment Hello Darkness, my old friend. C'est un passe-temps comme un autre. Ou c'est ça. Voilà, moi aussi, quand je déprime, je me forge des épées. Bah oui. Et puis donc il est là tout seul à ruminer et il est approché par Damien. Damien qui lui dit voilà, j'aimerais que tu serves la Spellguard. C'est quoi ton truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et la Spellguard, on va combattre des méchants. Alors c'est comme ça qui se présentent, mais bon, on sait jamais qui sont les gentils, les méchants. Et tu dois tuer un gars, Pontius Van Helsing. Alors c'était un des nôtres, mais il s'est fait corrompre par des vampires. Et donc pour nous montrer ta bonne foi, faut que tu exécutes une des victimes de Pontius avec une dague gravée, voilà, avec une dague magique pour nous prouver que tu vas bien nous aider. Voilà, c'est une victime, on peut pas le soigner, on lui a fait des expériences. Alors effectivement, dans le dessin, on voit qu'il a des espèces de dents bizarres qui lui sortent, mais de tout le corps. Enfin, ouais, une transformation qui a mal tourné, j'en sais rien. Les dents sont pas censées être, c'est pas censé être à cet endroit-là. T'es pas censé en avoir sur les épaules et tout ça. Bref. Et il dit mais moi j'en ai rien à faire de vos histoires. Mais pourquoi j'irais tuer ce mec ? Mais je m'en fous en fait, dégagez. J'ai pas envie de servir quelqu'un. Et non, pas fin du comic, justement. J'ai pas envie de servir quelqu'un. Enfin, ça revient au même. Débrouillez-vous. Donc, il bute tout le monde. Et Damien, ce n'était pas lui en fait. C'était une projection astrale. On a perdu Matt le vieux. On a perdu Matt. Attends, c'est pas fini. Et ça, c'est les 3 premières pages. C'est la première issue. Et en fait, c'était une projection astrale, mais comme Blade, il est gentil, il y a le pauvre gars, donc la victime, qui est en train d'agoniser. Ok, est-ce que vraiment tu veux mourir ? Ouais, je veux mourir. Ok, donc il le tue quand même. Finalement, il finit par le tuer. Quand même. Mais pas parce que l'autre lui a dit, parce que lui, il a décidé. C'est ça la force de Blade.
Et là, vous avez vu Star Wars 9 ? Oui. Malheureusement, oui. Voilà. Mm. Et bien là, on a le coup de la dague, parce que sur la dague gravée, Oh, putain. il se rend compte qu'il y a une carte, et il sait exactement ce que représente cette carte. Bon. Merci de ne pas avoir cité les Goonies et pas de pas l'avoir mis au même niveau que ça. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment comme dans Star Wars 9. Donc il prend la. Et toi, tu sais même pas c'est quoi cette carte. Tout de suite, Blade, il sort une carte d'un coin perdu et hop, le dessin correspond sur la dague. Ok, très bien. Il se dit bon bah c'est là que je vais trouver. C'est là que je vais trouver les méchants. Très bien, pourquoi ? Les méchants. Donc il va sur l'île de Sonla en Asie du Sud-Est. Et c'est là qu'il y a l'issue numéro 2. Il va tomber sur Elena, une autre chasseuse de vampires approchée par Damien. Donc elle aussi, elle l'a envoyé paître. Et elle s'est dit, ah bah oui, je me doutais bien qu'il allait recruter d'autres personnes. C'est bien que ça soit tombé sur toi. J'ai entendu parler de toi. Sauf que elle aime pas les vampires. Et Blade, pour rappel, est à moitié Et oui. vampire. Et oui. Donc elle a c'est un personnage assez intéressant. On ne sait pas trop si on peut se fier à elle ou pas. C'est mi-figue mi-raisin. Elle a un bras mécanique, ce qui peut être pratique. C'est classe. Et voilà, et le plan. C'est le seul point positif que j'ai entendu pour l'instant. Objectivement, c'est classe. Hein. Bah oui. En tout cas, tout le monde a l'air classe. Non, alors c'est très Après, classe. il Je vais y s'appelle venir Damien, après. mais tout le monde a l'air classe. Je vais y venir après. Et ils se disent, bah tiens, allons nous chercher Pontius. Elle dit, oui, t'inquiète, je sais où il est. TKT. TKT frappé. C'est ça, t'inquiète frère. Et là, on a une petite, pas une ellipse, on voit pendant ce temps. Et donc pendant ce temps, À Veracruz. on voit Pontius qui recrute au milieu des morts et il veut sa propre nation de vampires. Donc il va chercher des gens, parce qu'il y a une guerre en parallèle. Donc il se dit, dans cette guerre, il y a des gens agonisants, donc c'est hyper facile, ils sont à l'article de la mort, je peux très bien leur vendre, leur faire miroiter la beauté de devenir un vampire. Et voilà, il se fait sa propre armée sur le champ de bataille. Et donc, on retrouve Blade et Elena qui cherchent une amie à elle, qui a priori a des infos, et il la retrouve morte. Et du coup, Elena, elle n'est pas contente et elle se dit, de toute façon, alors là, pardon, mais ça n'a plus aucun sens. Elle se dit déjà que ma pote, elle est morte, ça sert plus à rien. Et là, elle tire sur Blade et se dit, de toute façon, je m'en fous, je savais pas où il était et j'avance toute seule. Et là, on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi elle a fait ça ? Ça n'a pas de sens. En fait, elle ne savait pas où trouver Pontius. Elle voulait juste utiliser Blade en se disant que lui aurait une bonne idée pour le faire. Et puis comme sa pote est morte, du coup, elle bute Blade de façon complètement gratos. Voilà, le dessin est quand même assez correct. C'est la seule chose positive que j'ai trouvée là-dedans. Je suis désolée. Boum. C'est nul, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce qui va se passer et je m'en moque royalement. Ok, écoute. Je suis désolée. Moi, je dis, dur. c'est du temps gagné. C'est toujours ça de prix sur la vie. Bravo. Faut faire des choix. Je me suis sacrifiée, je me suis sacrifiée pour comme ça, vous n'aurez pas à le lire. Enfin, vous pouvez toujours, si vous avez, si par exemple vous avez aimé Star Wars 9, ça peut le coup de la dague magique qui vous trouve une carte. Donc j'ai trouvé ça très dommage parce que l'idée était pas mal sur comment c'était pitché, le fait que ce soit du Red Band. Je me dis effectivement, si c'est parce qu'il y a beaucoup de sang, ça peut raconter l'histoire autrement, vu que avec Blade, c'est un vampire qui chasse des vampires, donc il peut y avoir beaucoup de sang. Ils peuvent en raconter des choses là. C'est même pas utilisé correctement. J'ai rien vu de particulier que je n'aurais pas vu dans d'autres comics en fait. Est-ce que c'est pour les fans de films gore ? Même pas. J'ai Parce que même pas c'est trouvé gore, ça en fait. gore. Parce que je vois la cover là, du premier. Donc tu as Blade qui tranche la tête en deux d'un vampire et tu vois à l'intérieur Enfin c'est moche. Enfin, je suis... C'est pas joli. Enfin, ils auraient pu faire un truc sympa avec des effets de brillance, de texture. Le rendu est vraiment, vraiment bizarre, quoi. Non. La tête, on dirait juste une pastèque. Le dessin est ok tiers en fait. C'est pour ça, c'est pas moche, C'est bizarre. mais ça n'a pas trop d'intérêt. Enfin, ce comics n'a aucun intérêt pour moi. Et je suis désolée pour mes collègues. Ils vont se venger. Chroniqueurs et chroniqueuses Ça se de leur- paiera, ça se paiera. Mais à chaque fois, ça se Un paye moment, parce que je choisis les trucs et vous êtes obligés de les Alors, lire. Side, est-ce que tu mets une deuxième balle ou... Il y avait un point positif, c'était dans les covers, je voyais des références à des trucs que j'aimais plus que Blade. Et ça n'a pas suffi. Ouais, non, il y a vraiment pas grand-chose. Et pourtant, je suis facilement une Yankee de vampire, du coup, j'étais encore plus déçu. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'attentes et c'est encore pire, du coup, la déception est pire. Oui.
Mais non, j'étais pas allée en me disant c'est un truc moisi. J'étais Blade, vraiment allée, a priori, voilà, tu gardes quand même l'idée de base du personnage qui est bien, les films potentiellement. Et puis même ça peut être fun, ça peut être Ouais, là, voilà. c'est du Red Band, donc tu dis ça va être sanglant, on va pouvoir découper plein de choses. Ah, j'y suis allée naïvement comme ça. Et en fait, Exactement. ça découpe pas grand chose. C'est Non. pas très. Non, c'est pas Non. graphique. Alors, c'est ça qui est encore plus triste, c'est que c'est pas graphique, c'est pas fun. C'est pas graphique, c'est pas fun, je m'ennuie, on n'est pas attaché au personnage et surtout, c'est comme je disais, leurs réactions n'ont aucun sens. Enfin, ils font des trucs, je dis mais pourquoi tu fais ça? Enfin, je sais pas, c'est mal écrit. L'avantage, c'est que si vous aimez pas le gore, comme moi, c'est une bonne chose parce que c'est pas si violent. Non, du tout. Ah, vas-y, Tukto, prends la parole. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. Mais merci pour ton résumé, Tcherno, Bon. parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié plein de trucs. Et C'est non. oubliable, hein. non, mais franchement, t'as l'impression de lire l'adaptation en comics d'un mauvais actionneur direct to DVD. C'est Punisher. c'est une caricature du pays imaginaire en pleine guerre civile où tu te fais aggro dès que tu traverses la rue. Ça doit être compliqué de trouver du travail du coup dans de telles conditions. Et comme tu as dit, le méchant il s'appelle Van Helsing parce que voilà, il faut un truc cliché. Pontius Van Helsing, attends. Ouais, mais parce que c'est un romain de l'ère antique à la base. Ah là là, ça va être Et- une révélation. Et son design, c'est un mauvais plagiat de Dio Brando de Jojo Bizarre Adventure. Moi, je pensais au Dracula dans les derniers Castlevania, justement. Aussi. C'est un peu Oui, le même design. Il y a une vibe Castlevania, tout à fait, Ouais, avec les cheveux longs blancs. Comme ça. Justement, ça se voit un peu en plus sur les covers, parce qu'ils font un peu référence à Castlevania et La peau blanche. au et tout film ça. de la Hammer. Ouais, non, mais c'est. Mais bon, je peux aller. à une Ce sont des exposition. bonnes références. Le problème, c'est qu'il faut les mettre de la bonne manière, il faut que ça soit bien traité. Non, mais c'est ça, mais il n'y a aucune cohérence. Blade, c'est un gros bougon qui parle qu'en catchphrase. Sa nouvelle pote, pareil, et elle change d'avis toutes les 5 minutes. Et pareil, le côté Red Band, c'est. J'ai pas vu C'est l'intérêt. marketing à fond, quoi. Ouais, non, mais c'est censé être un comics mature avec du sang qui gicle à chaque page, mais ça censure quand même les gros mots, ça je comprends pas non plus le concept. Oh bah, faut pas, quand même. non, des Ah, limites, il faut peut y des avoir limites, du quoi. sang, mais pas de gros mots, enfin. Et puis, mais voilà, et comme on l'a dit, même en termes de sang, c'est pas non plus si sanglant, c'est pas Non. aussi. Ah. Il y a vraiment que le mec avec des dents sur le visage où là j'étais un peu dérangé, mais c'est plus parce que c'est dégueulasse et c'est tout. Vous avez quand même dit, quand j'ai évoqué le nom de ce personnage-là dont j'ai déjà oublié le prénom, qui a un bras mécanique, est-ce que c'était classe vous Elena. m'avez dit ou Elena, merci. Vous avez dit que quand même les personnages sont classe, c'est ça? Le design de base est classe, mais on reprend ce qui existe déjà. Blade, on le connaît. Enfin, Mhm. il a ses codes, sa façon de s'habiller, ses lunettes, Mhm. sa coupe au cutter et tout ça. Elena, c'est un nouveau personnage. On lui a mis un bras mécanique. J'imagine ça va servir Non. pour Ça- plus tard. Non. Non. Alors j'ai tout lu. Ah ok. Et alors, Ah, t'aimes te faire du mal, toi. Hein. Ah ouais, moi j'ai en pas fait, c'est été en plus- 5 volumes, du coup, j'avais besoin de savoir la fin, tu vois. Et T'as tout lu aussi? Ah oui, j'ai Non, tout mais- vu et- Ah bah vas-y, parle-en, Saïd. Ah ouais, il n'y a pas grand chose, c'est censé ouvrir sur une autre série après, mais Mm. du coup quand tu vends mal la première, essayer de t'amener sur la seconde marche pas trop, et même quand tu arrives à la conclusion, t'as l'impression d'avoir quand même quelques incohérences avec le pitch de la vraiment toute première issue. Ah, super. Je sais pas Ah, si on jusqu'à le la- spoil parce que vraiment jusqu'à ça la vaut pas le coup, mais Ok. tu vois, le 4e issue il se termine avec Blade et Elena qui décident enfin à arrêter de se taper sur la gueule et à travailler ensemble. Et puis tu commences le 5e issue par Blade qui est capturé par le grand méchant. Une grosse ellipse, tu sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, gros spoil, mais on s'en fout. Elena qui est morte, qui s'est Oh. fait buter. Hmm. Et finalement, en fait, ce Pontius là, en fait, il est gentil. Et tous les vampires qu'il a autour de lui, bah, en fait, c'est des gentils. Et en fait, les méchants, c'est les trucs du début. Ça n'a aucun sens. Ouais, là, c'est ce que je disais. Ça n'a aucun sens. C'est ma conclusion. Attends, mais ça fait vraiment aveu d'échec de tuer de faire cette ellipse, parce que tu dis la baston sur un Red Band, ça va être le principal. Ouais, Donc oui. tu fais cette ellipse là, tu tues un personnage principal entre guillemets Ouais. que tu mets en scène, donc ça fait vraiment genre on va pas s'en servir. De tête, Elena me fait beaucoup penser à Misty Knight, un bras mécanique. Ah, bah oui, bien sûr. et on C'est essaie vrai. de faire un truc un peu badass. Autant prendre Misty Knight et Blade, je pense que les deux vont très bien ensemble. Oui, et, oui. Mais Misty Knight, il pouvait pas la tuer. oui, Mais, bah, c'est mais pour ça. elle- Ouais, mais elle sert à Elena rien. est-elle Je vraiment pense qu'ils- morte? Ils avaient pas le droit d'utiliser ou. Est-ce que ce serait pas une projection astrale? Punaise comme Damien, oh là là.
Mais en fait, ça, tu as dit un truc, ça ressemble au mauvais film, comme on avait vu Peacemaker, là, le film avec l'acteur là, qui était... Punisher. Punisher, pardon. Je confonds Peacemaker. J'anticipe. Je suis dans le turfu. Et en fait, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, on se ferait pas une catégorie nanar comics parce que franchement, il y a des trucs. Moi, il y a une matière incroyable. Quand j'ai vu un petit peu là, le graphisme, etc., quand tu as commencé à t'en parler, je me suis dit que ça allait être rangé dans notre collection numérique de Comics Outcast, à côté de Red Sonja, tu vois, ce genre de truc. Ou même c'était Savage Red Sonja, je crois, de triste mémoire. Donc oui, il y en a comme ça. Voilà. Et puis avec tous tes kaiju contre les Godzilla et des trucs machin. J'aime bien l'adjectif possessif. Des trucs. Donc écoutez, je crois qu'on en a fait le tour malheureusement. Donc félicitations à Side et à Tuk qui sont allés jusqu'au bout des 5. Bravo. Bon, moi je ne juge pas, mais c'est après, comme ça se lit vite. Ouais, c'est ça le principal. Ouais, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Non, ça se lit vraiment très vite. Et puis au bout d'un moment, tu skippes les dialogues. Les dialogues sont pas intéressants, c'est vrai. Parce que l'histoire n'est pas intéressante. Ouais. C'est pas pareil, Blade, il parle en biscuit chinois, enfin bref. Aussi, ouais. Bon, ok, donc écoute, moi, rien que parce que les personnages sont classe, on lui mettra 0,5 canines sur 32 dents. Et ça sera bien tout ce qu'on lui donnera. Mais maintenant, on va passer à autre chose, c'est l'heure du Hors les bulles. C'est Hors les bulles. Hors les bulles, notre section durant laquelle... Pardon, excusez-moi. Dehors les bulles. C'est le Black Friday. Dehors les bulles ce soir. Notre section durant laquelle nous abordons une œuvre associée aux comics, mais qui n'est pas un comic book. De quoi allez-vous donc nous parler ? De Peacemaker saison 2. C'est vrai qu'on n'a pas décidé qui faisait le pitch de la série. Moi j'ai un petit peu d'infos techniques. Bah vas-y. J'ai un peu d'infos techniques. Donc Peacemaker saison 2, c'est en 8 épisodes et ça reconnecte avec les films de l'univers de Gunn en changeant les têtes. Parce qu'on s'est dit, Peacemaker, la saison 1 était faite avec... ça se passait dans l'ancien DCU avec certains acteurs et actrices. Et là, tu as James Gunn qui reprend et qui fait la suite, alors que dans ses films, il a raconté autre chose. Donc comment on reconnecte ça ? C'est simple, il a changé la tête des acteurs. Voilà, il a fait comme dans Star Wars, on change. Des gens s'interrogeaient sur les réseaux sociaux. Comment il va reconnecter ? C'est simple, il met ses persos à lui et puis voilà. C'est une série donc, qui fait suite vraiment à la saison 1 et qui va connecter, donc, comme je disais, avec les films, puisque dès le premier épisode, on voit le Green Lantern du film Superman, notamment. Et, Guy. Ouais. Avec sa coupe au bol. Exactement. Je cherchais son nom, merci. Gary Gardner. Et c'est une série qui est très humour noir, action. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer ou si je continue. Vas-y. Non, tu peux continuer. Alors pour moi, c'est une belle évolution des personnages. À chaque fois, pendant toute la série, du premier épisode jusqu'à la fin, les personnages sont d'une façon, mais ils évoluent très très vite. En 2-3 épisodes, tout de suite, on voit qu'il y a une transformation en eux, qu'il y a des interrogations, donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, chaque épisode pour Peacemaker, je lui dis mais paye ta thérapie mon gars. En fait, il lui arrive des trucs, on se dit oh là là, il m'arrive ça, mais je suis par 10 ans en thérapie en fait. Donc il est chez lui et donc à la fin de la saison 1, son père est mort, donc c'est lui qui l'a tué. Il a tué son père. Il a tué son père, donc la thérapie, voilà. Il a tué le père et il a une porte dans sa chambre qui mène à plusieurs dimensions. Voilà, il est dans une espèce d'espace neutre. Hub, ouais, une sorte de hub interdimensionnel. Super terme, un hub interdimensionnel, merci. Et donc il y a des portes qui mènent à d'autres dimensions. Alors on y voit un extraterrestre qui sort ses poubelles parce que pourquoi pas. Meilleur gag. C'est génial. Quand Peacemaker lui dit bonjour et l'alien ne le calcule même pas. Et quand il le revoit plus tard, il lui fait il l'insulte parce qu'il arrive même pas juste à être poli, c'est extrêmement drôle. Non, ça c'est super. Et l'intrigue de cette saison 2, c'est qu'à un moment donné, il va un peu complètement bourré, il va tomber sur dans cet espace, dans ce hub, il va tomber sur des casques de Peacemaker. Il se dit mais qu'est-ce que ça fout là, ça ? Il erre un petit peu comme ça. Et
et il va voir une porte exactement comme la porte de sa chambre. Il va taper le code qui est exactement le même que sa chambre. Et là, il va tomber où? Il va tomber dans un univers parallèle où son père est en vie et son frère est en vie. Alors que dans son univers à lui, C'est un Flashpoint. Peacemaker Flashpoint. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Et ce qu'on peut dire, c'est que si dans la saison 1, il aura tué le père, on va dire qu'il aime bien tuer des gens dans cette saison aussi. C'est difficile de ne pas spoiler certains Après, détails. ça arrive vite. Il y a un tournant qui arrive vite. Je crois que c'est quoi? C'est le premier, deuxième épisode? Ouais, je crois quand même que c'est le premier Parce que ça, on épisode. peut spoiler au moins le. Qu'il se tue lui-même. Ouais, par exemple. Voilà, dès le premier Au moins, Ça, c'est oui. dit. C'est-à-dire qu'il arrive dans cet univers parallèle et il se fait surprendre par son double. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un gros accident parce que c'est là où je disais c'est pas vraiment un méchant, il est un peu bête, il subit un peu des trucs et il va tuer son double. Il va se tuer lui-même. Voilà, il aura tué le père, il se sera tué lui. Ce qu'il faut dire, c'est que son double le tabasse quand même. Oui, On est sur. Oui, mais ce sont des gens violents, bien sûr. Ouais, mais là où le Peacemaker qu'on connaît est beaucoup plus dans l'incompréhension de dire on se calme, Ouais, on essaye mais d'être il- tranquille. de calmer le jeu. L'autre Il le y a une tabasse raison à sur deux doigts de le sur tuer, quoi. l'univers parallèle et je vais y Ok. venir. Et donc, ce qui est assez fou et pourquoi je dis toutes les 5 minutes mais paye ta thérapie, c'est que non seulement il va se tuer, mais après il faut planquer le cadavre. Et le cadavre, c'est quand même un gros bébé. Donc, je sais pas, je crois qu'il va prendre une scie, une tronçonneuse, faut qu'il le mette en morceaux dans des sacs. Enfin, c'est ignoble. Et il fait ça. Voilà, c'est très. C'est à la fois drôle et affreux et horrible à voir. Mais bon, il y a quelque chose d'assez fort dans ce truc-là. Et il va lui arriver des mésaventures dans son monde à lui. Et bien sûr, c'est trop tentant. Il se dit, attends, ici, j'ai que des emmerdes. En plus, la nana que j'aime, elle me calcule pas trop. Alors que dans l'autre, non seulement il y a mon père qui a priori est pas trop nul, j'ai mon frère et en plus la nana elle m'apprécie dans celui-là et il y a moyen de moyenner comme on dit. Donc ni une ni deux, il laisse une lettre à ses potes et il se dit ciao les nazes, je me casse, je vais dans cette nouvelle dimension qui est super géniale. Sauf que on s'en doute, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Tout est parfait en apparence, on se doute qu'il y a un truc qui n'est pas parfait. Et c'est là où je trouve qu'en écriture, c'est extrêmement bien amené. Est-ce que je peux spoiler le gros défaut de ce monde où Faut je laisse demander. aux gens, Matt, ça te nagace? Est-ce que t'as envie Ah non, qu'on go, spoil, moi, moi, les spoilers, ça me fait pas peur. Ok. D'accord, donc on prévient. Là, On va prévient que là, spoiler. je vais spoiler le plot twist de la Exactement. saison. Donc vous pouvez couper ça à 5 minutes si vous ne voulez pas être spoilé. Et donc ce qui se passe, c'est que... alors tout le monde ne le verra pas, mais ça, je vais y venir. Ce qui se passe dans cet univers parallèle, c'est que les Allemands ont gagné la guerre et c'est un monde nazi. Et donc, Mais Philippe Cadic, Ah paye oui. ton Philippe Cadic. voilà, paye ton Philippe Cadic. Sauf que Peacemaker, en mec blanc plein de privilèges, ne le voit pas de suite. Ce sont ses potes qui arrivent, viennent le chercher, qui disent mais non, il va pas rester dans ce monde parallèle. Enfin, il va se passer des petites aventures. Ils vont réussir à retrouver où est-ce qu'il est et aller le chercher. Et bien sûr, il y a comment s'appelle Emilia Harcourt, qui arrive et qui se dit mais il y a un problème dans cette dimension. Et elle voit qu'effectivement dans la rue il n'y a pas une seule personne noire. Et Pas une ils seule ont- personne racisée. voilà, aucune Non. personne racisée. C'est un peu flagrant dans un des épisodes parce que ça commence où il vit sa meilleure vie avec son père, son frère. Ils prennent des photos dans un restaurant et les photos avec les enfants qui sont fans, c'est des petits blonds aux yeux bleus, mais du coup ils sont presque trop blonds aux yeux bleus. Et je me dis, mais attends, il y a trop de blonds et trop de blancs dans cette image. Et c'est là où c'est très intelligent, c'est que ce plot twist n'est révélé qu'après, je crois que c'est épisode 5 ou 6, un truc comme ça. C'est même l'épisode 7. C'est C'est épisode 7. l'avant-dernier épisode. Même si c'est très obvious pendant toute la série et on peut le deviner, mais c'est pas. On comprend qu'il y a un truc comme ça. Et, et la révélation est extrêmement drôle parce que vraiment, tu vois Enfin, t'as Emilia Harcourt qui justement dit mais comment t'as pas pu le voir? Il y a littéralement Des petits Mein drapeaux Kampf. nazis. Il y a des drapeaux nazis partout. Il voit rien. Il y a Mein Kampf qui est sur le bureau. Et puis t'as Peacemaker qui fait mais comme si moi j'allais lire. Et puis après il se retourne et fait mais là il y a une fresque sur le mur avec C'est Hitler la dessus. gueule d'Hitler, ouais. Il fait ah ouais, comment j'ai fait pour louper ça? Eh C'est ben, vraiment très très drôle. Moi, je trouve ça très très intéressant parce que effectivement, tu le sens de toute façon parce qu'il y a une histoire à raconter. Tu sais qu'il y a une douille dans cet univers, mais
il y a une façon de dire, bah tiens, est-ce que pour moi c'est une façon au réel de dire, est-ce que vous vous croyez déconstruit ou pas? Parce que si tu n'as rien vu venir, même si tu te dis, je suis déconstruit, j'ai pas ce genre de biais, bah là il te dit, voilà, t'as quand même des biais. Donc ça permet aussi pas de mesurer, mais ça te donne une idée de où en sont tes biais quand tu arrives à ce plot twist. Ah, j'avais rien vu venir, ou ouais, je voyais qu'il y avait un truc, mais je savais pas exactement lequel, ou si tu as tout de suite vu qu'il y avait un problème. Donc je trouve ça hyper intéressant dans l'écriture. De toute façon, James Gunn, il fait pas, il va toujours avec ses gros sabots. Hein, donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé John Cena, qui est quand même un bon acteur, je trouve. Ouais, il est très fort. Le Il est très, très générique, je ne le passe jamais. C'est un immanquable, lui C'est aussi. toujours le même, mais je le passe jamais. Et le fait comment il arrive à connecter avec son déçu, puisque comme on l'a dit en intro, il y a Lex Luthor en prison et on va le voir dans cette saison 2 de Peacemaker. Voilà. Non, mais très très bonne saison J'ai et dernière saison de Peacemaker, puisqu'il n'y aura pas de saison 3. What? Non, je crois qu'il n'y a pas prévu, peut-être dans une sorte de film ou téléfilm, mais en tout cas, je crois qu'ils n'ont pas prévu de faire une saison 3. Non, ou peut-être ils vont peut-être faire une nouvelle série spin-off qui se base Parce que ça finit quand même sur un gros kiff. La fin s'ouvre sur quelque chose, et ce quelque chose sera peut-être l'objet de la nouvelle série. D'accord. Donc moins de Peacemaker et plus de regardez, on est un groupe. Voilà. Ou on n'est pas un groupe. Pour pas spoiler. Non, par contre, ce que tu disais sur les biais, je trouve ça vraiment malin, mais je le vois aussi quand toi tu commences un peu à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que lui, t'as beau te dire scénaristiquement, bah c'est quand même pas si bien écrit parce que je veux dire, ça se voit. Et le fait qu'il réponde lui-même en disant ah putain c'est vrai, comment j'ai fait pour pas voir ça en fait, et tu dis en fait il est vraiment trop con. C'est terrible, c'est terrible, mais ça lui donne encore plus de charme, d'attention. Enfin, c'est ce que je dis, pour moi il est plus bête que méchant. Ça veut pas dire qu'effectivement on avait un peu le débat avant le début de l'émission, ça veut pas dire que c'est un méchant ou que c'est pas un anti-héros, pardon. Mais oui, pour moi il a pas vraiment une méchanceté, il est juste un peu, il subit les trucs et il prend des mauvaises décisions et il est bête. Et par contre, ce que j'aime bien avec ce petit twist, c'est que les méchants ne sont pas forcément toujours, encore un peu comme ça, les nazis en tout cas ne sont pas forcément toujours les mêmes, notamment autour de sa famille. Ouais. Ils n'ont pas tous la même approche du nazisme, et ça relate un peu l'histoire un peu de tout. Mais c'est pas exactement ça. C'est pas qu'il y a des bons et des méchants nazis. Non, c'est juste qu'il y a un personnage en particulier qu'on pense être un nazi et qui finalement ne l'est pas forcément. Et c'est ça qui est intéressant. Et qui a un discours très intéressant d'ailleurs. Et qui a un discours très intéressant et qui surtout en fait au-delà du côté voilà, là c'est un monde nazi qui met aussi en parallèle comme quoi notre monde n'est pas aussi rose, n'est pas aussi parfait qu'on pourrait le voir. On a nos propres nazis aussi dans notre monde quoi. Oui. Alors t'es en train de me dire qu'on n'est pas nazi-free là? Malheureusement. Et comment je fais avec mon intolérance à Hitler? Normalement ici on tue les nazis, mais d'ailleurs on a un spécialiste pour ça. Mais voilà, je trouve que on ouvre des portes ouvertes ici. Ouais. non, mais en tout cas, moi j'ai bien aimé cette saison-là, même si je trouve qu'il y a un rythme un peu bâtard. C'est-à-dire que le début se met beaucoup de temps à démarrer. Comme tu dis, le twist arrive assez tard, quand même. Et la fin, notamment le dernier épisode, c'est du rush, quoi. Faut clôturer, et il y a beaucoup d'ellipses temporelles. Ouais, le dernier épisode, il va vite. Et ça va très très vite. Et bon, je trouve qu'on perd un peu en émotion là-dessus. Mais sinon c'est vraiment, en tout cas en termes de série super-héroïque, c'est ce qui se fait de mieux, peut-être cette année. Et encore je crois avoir tout vu. J'ai pas vu Marvel Zombie, mais bon, vu ce que j'ai écouté, en termes de comics, oui c'est le meilleur. Oui, en termes de série, oui, c'est pas forcément le meilleur, mais oui. Side. En fait, j'ai un deuxième secret à vous avouer. J'avais eu le temps de voir que les 2 premiers épisodes. Ah merde, t'as tout spoilé. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, j'avais compris le plot twist, c'est tout. C'est difficile de se dire que les gens... Enfin... Quand tu vois le personnage du daron dans la première saison être très aimant, d'un coup t'es là. T'as un indice. Il doit plus avoir tant de problèmes dans sa vie. C'était quoi déjà son principal problème?
Les noirs. Ah oui, effectivement. Oui. Voilà. Et là, effectivement, il n'a pas de problème, puisqu'il est dans un monde. Mais voilà, là aussi, il y a un petit twist, mais effectivement, ça te donne un indice très fort. Ce qui appuie un peu le propos que j'avais sur le rythme, c'est-à-dire que tu comprends peut-être très vite, ou en tout cas, tu te doutes qu'il y a un problème, et le twist arrive quand même assez tard. Vraiment, vraiment tard. Ouais, mais est-ce que tout le monde sera en mesure de comprendre aussi vite C'est ça la vraie question. Bah oui, c'est pour ça que c'est mon avis, mais c'est pour ça que l'avis de Charnot sur le côté biais de savoir comment est-ce que tu perçois ce monde, c'est vraiment intéressant. Moi, pour moi, vous focalisez sur le twist de cet univers parallèle, mais pour moi, c'est pas ça qui est important. C'est pas parce que oui, on perd le côté surprise en fonction d'à quel point on est éduqué ou qu'on est voyant sur ces questions-là, mais parce que beaucoup de personnes ont deviné la nature du monde parallèle, mais c'est pas ça le cœur de la série. Le cœur de la série, c'est Peacemaker, c'est les liens qu'il construit avec les gens autour et avec l'idée de construire quelque chose ensemble. Moi, je suis d'accord. Et moi, j'avais lu quelqu'un sur Blue Sky qui avait fait un très bon résumé de cette saison, qui disait que ça commence comme un récit de rédemption, que ça parle de l'impasse que représentent les prétendus raccourcis vers le bonheur, et ça se termine sur la nécessité de fonder sa propre équipe avec les gens qui sont proches. Et je trouve que ça résume bien. Moi, j'ai adoré cette série. Que ce soit le rythme ou quoi, ça marche bien. Et pourtant, j'y suis allé un peu à reculons, parce qu'au premier trailer, quand ils ont parlé de dimension alternative, j'avais vraiment peur qu'on nous refasse une flash, on l'a dit, un flashpoint, où en fait c'est juste Peacemaker qui casse sa timeline et qui se retrouve forcé à aller vivre dans la nouvelle continuité. Et en fait, pas du tout. La dimension parallèle, elle est cruciale au récit, mais c'est pas ça c'est pas pour justifier un changement de directeur exécutif ou créatif, quoi. On balaye juste les problèmes de continuité. Même le film Suicide Squad, le premier film, est canon, mais il devient canon avec ça. Ouais. Il devient canon, mais il garde juste les éléments qui l'intéressent, et je trouve ça vachement bien. Je trouve le montage de l'intro qui fait des flashbacks sur la saison 1 est super bien foutu. Il y a ça joue avec le montage, il y a un chouïa de voice-over sur la séquence finale pour changer Justice League par Justice Gang, on change les personnages, on rajoute 2-3 petites séquences, ça marche super bien. Et moi là, c'est la première saison, elle m'avait pas marqué tant que ça. C'était le générique était exceptionnel, il y avait pas mal de gags ou de scènes marquantes, mais j'avais eu du mal à m'attacher au personnage. Et alors que là, vraiment, tous les personnages sont hyper attachants. Je trouve que L'aigle, c'est le meilleur. L'aigle, c'est le meilleur, mais c'était déjà un très bon personnage dans la première saison. Mais là, toute l'intrigue sur Eglounet, sur Egli en anglais et Eglounet en VF, c'est hilarant. Ça, on vous le spoil pas parce que vraiment, il faut le découvrir. C'est le truc qui commence comme une blague et qui finit par devenir réel, et ça devient épique. C'est épique, c'est exceptionnel. Et voilà, tous les personnages, que ce soit Adebayo, qui est la meilleure amie de Peacemaker, son évolution est vraiment très chouette. Peacemaker, voilà, comment dire, John Cena, il est vraiment un excellent acteur. C'est pas juste un catcheur un peu comme The Rock qui essaye de jouer, il joue vraiment très bien. Pas comme The Rock, justement. Ouais, voilà. C'est. Sans spoiler ce qui se passe, parce qu'il faut vraiment que vous la découvriez, mais sa scène dans l'avant-dernier épisode, quand il part en crise existentielle, c'est le moment le plus déchirant que j'ai vu dans une série. Vraiment, j'ai revu cette scène-là encore à midi, pendant ma pause déj, et je fonds en larmes, je suis en sanglots. C'est terrible comme tu dis, ce qu'il subit, c'est horrible, et c'est déchirant. Et ça romance avec Harcourt. Ouais. Harcourt, ouais. Elle est vraiment très très belle, et pourtant ça commençait mal dans la saison 1. C'est très bizarre, c'est très en dents de scie. Même dans la saison 2, j'ai eu du mal à suivre, puisqu'il faisait allusion à un truc qui s'était passé sur un bateau, et tu comprends qu'à la fin, en fait, au début, on pense que c'est parce que dans la saison 1, il la dragouillait vraiment fortement et c'était un peu relou, et il garde un peu cette dynamique dans la saison 2. Tout à fait. Et au final, en fait, dans le dernier épisode, il nous chamboule tout. Et en fait, ça montre vraiment que Peacemaker, c'est juste
un gars extrêmement bête qui a une tendance un peu à la violence, mais au fond, c'est juste un nounours, c'est juste quelqu'un de très naïf et ça le rend extrêmement attachant, quoi. Mais il a quand même coupé son double en morceaux, je tiens. Il est très personne violent. n'est parfait. Hein. Ouais, On a tous nos vices. Ça arrive à tout le monde. Je pense que c'est une bonne façon de terminer cette critique de cette deuxième saison de Peacemaker. Donc je le rappelle, qui est sortie, vous me l'avez dit, hein, sur HBO Max. C'est vrai qu'on l'a dit, ouais. Série créée par James Gunn, bien évidemment. J'ai vu, les épisodes sont réalisés par diverses réalisatrices et réalisateurs. Quand même, une petite note sur les titres des épisodes. Alors, les titres originaux, qui sont des super jeux de mots. Je vais aller crescendo, hein. Il y en a un par exemple, c'est Ignorance is Chris, donc Ignorance is Bliss normalement, Like a Kiss in the Night, sauf que c'est Keith comme le prénom Keith, comme Keith Richards par exemple. Et celui que j'adore, c'est Back to the Future. Celui-là, je trouve qu'il est assez extraordinaire et il faudrait bien le souligner. Merci beaucoup, c'était très éclairant. Moi, ça m'a donné envie de le regarder. Alors moi personnellement, j'ai pas peur des spoilers. Enfin, les films ou les séries dont l'argument principal c'est un retournement de situation, c'est pour moi une mauvaise série ou un mauvais film. C'est pas le cas. Vous me l'avez vraiment vendu, donc félicitations. C'est très cool. Et je pense que vous pouvez la regarder en skippant la saison 1. Je n'ai pas vu la saison 1. Ah, tu vois. J'ai regardé la très bien. saison Je 2. trouve qu'elles sont indépendantes, c'est parfait. Et j'ai kiffé, j'ai tout Ouais. compris, parce que quand tu as besoin d'avoir une explication, ils te mettent le flashback C'est ça. qui va bien. Donc, Voilà, je Avec pense que le vous Kiff in the profiterez Night. peut-être encore mieux si vous la voyez, la saison 1. Et si vous regardez, je pense que vous n'êtes vraiment pas obligé de regarder le Suicide Squad de David Ayer. Mais après, vous pouvez regarder le Suicide Squad de James Gunn. Moi, je le trouve très bien comme film. Donc, Et puis, ouais, il est un peu important quand même, ce Oui, petit oui. film-là, dans celui-là, pour la saison 2, il est... Mais Alors, pareil, il fait des flashbacks. il fait des flashbacks. Ouais, mais après, c'est c'est pas quand- obligatoire, mais je trouve que ça aide à la compréhension Tout et à à fait. apprécier encore Donc, plus. Celui qui est important, c'est le The Suicide Squad. C'est le Exactement. deuxième. D'accord, ok, super, ça marche. Avec l'étoile de mer géante. Ouais. Ouais, qui se fait percer l'œil Avec et le tout là. kaiju. Oh, C'est dégueu. dégueulasse. C'est bon, ça. Oh, c'est Kratos. Et c'est ainsi que s'éteint ce 253e épisode de Comics Outcast, avec le boulevard de la fin d'année qui s'ouvre devant nous. Je vous remercie sincèrement, déjà bravo, félicitations Saïd pour une première, c'était une première réussie. Bravo. Bravo, félicitations. Bravo. J'étais anxieuse, j'espère que c'est pas sans. Du tout, c'était très Tu naturel. vas prendre le pli très vite. Ouais, continue des choix de comics comme ceux que tu fais. Ne te laisse pas influencer par d'autres personnes autour de cette table. Surtout, continue comme ça. Je vous remercie sincèrement pour le choix des comics passés en revue ce soir, pour la qualité de la chronique du Hors les Bulles. C'est un réel plaisir toujours renouvelé, comme les soldes avant Noël. Si vous avez aimé nous entendre parler de comic books et de séries, vous adorerez nous entendre parler d'autres œuvres graphiques et même des mangas, figurez-vous, dans notre projet connexe qui est Croissant Outcast. Mais qu'est-ce que c'est Croissant Outcast, me dites-vous? C'est notre pas de côté durant lequel nous partageons nos coups de cœur des sorties, mais en VF. Comics, BD, comme on dit, franco-belge, mais aussi manga. Mais dites-moi donc, mesdames et messieurs, où pouvons-nous vous lire ou entendre vos shows de voix, Tcherno? Moi, je suis sur les réseaux sociaux sous Chernobog. Et sinon, je chronique pour le site L'Info tout court. Voilà, critique ciné, série. Classe. Mais avec de meilleurs choix que dans mes comics, je suis désolée. Avec un bras mécanique ou pas? Non. Bon, écoute, ça sera pour la prochaine fois. Matt, derrière la table de mixage, DJ Matt. Ouais, gros DJ là ce soir. Je m'excuse un petit peu d'avance. Moi, je connaissais Prodigy. Oui, bah, c'est Mais pareil. gros DJ, Oui, mais non, il n'y a rien de prodigieux dans ce que je fais là. Oh là là. Non, on peut me retrouver sur le Discord, toujours, dans Matt a perdu Matic, un petit peu sur Blue Sky, mais je reblouse que ce que fait Chardon en fait. Donc voilà. Et c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Ktuktu. Pareil sur Blue Sky, @tuktuktu, où je parle beaucoup. Moi, je suis souvent là sur le Discord aussi. Des fois, j'interviens dans le podcast La saison des séries pour parler de séries. Dernièrement, on a parlé de Nobody Wants This, C'est bien fait quand même. qui est une chouette série sur Netflix. Et voilà, Eh ben, c'est déjà bien. magnifique. Et last but not least, Side. Alors, moi, pour me voir, je traîne dans le fond du décor d'un stream sur 2 chaînes, Artou Live et Sony Couture. C'est avec ces gens-là justement que je tiens un collectif d'artistes.
Donc il n'y a pas que nous trois, on est 6 artistes dans ce collectif. Et il s'appelle Noir Pastel. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur noirpastel.net pour vos cadeaux de Noël. Et alors, est-ce qu'il y a des réductions Black Friday ou pas? Non. Oh. Mais on est des artistes. C'est l'inflation, Macron est président, on n'a pas de sous. Il y a même Quelle pas un déception. code promo Comixodcast 10. Ah, Terrible. Ça. partenariat. Ça peut s'arranger, Voilà. ça peut s'arranger. Voilà. Et à la limite, si vous êtes rouennais, on tient un stand le 7 décembre, il me semble. Mais bien Au sûr. Je crois qu'on en a un. Charleston. On Mais a- oui, mais bien sûr. On en a au moins 2. Oui. On a Johanny et on a Grégo. Ils pourront venir te faire un petit coup. Ouais, Eh on ben, leur ce passera. sera avec Bisous Johanny, bisous. Et ben écoutez, on en termine là. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Hein Bonne soirée. Bonne soirée, Bonne soirée. bonne fin de trajet si vous êtes en transport en commun. Restez bien concentrés sur la route si vous êtes en voiture. Bonne nuit si vous nous écoutez, parce que je le dis souvent, Couvrez-vous mais bien. je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent en s'endormant. Et figurez-vous que ces personnes se sont endormies au son de votre douce voix. De ta voix suave. Donc il faut surtout pas crier dans le micro là maintenant tout de suite. petit tapotis comme ça. Oh, ASMR. On va faire de la SMR. ASMR podcast. Podcast. De la ASMR SMR pendant qu'on mange des bonbons. Ah ouais. Mais avec un masque sur la bonnette. Tout à fait. La bonnette masquée. Allez, on arrête les bêtises. À la prochaine. Bisous tout le monde. Bye. Ah bah, bisous. Fin de transmission.